15e bienvenue à la Comfi, bonjour, février 2024. Trois sujets. La première, c'est le fait qu'on a enfin un gouvernement. Il a fallu attendre longtemps, manifestement, ils ont eu un peu de mal à trouver leur ministre, à choisir le bon casting. On a eu l'épisode de Madame Oudéa Castéra qui a finalement été remplacée par Madame Belloubet. Mais ça ne change pas, j'allais dire, l'épure de ce gouvernement. L'épure de ce gouvernement, c'est que tant au niveau de sa composition que le contenu de ce qu'il propose à travers le discours politique général de Gabriel Attal, c'est un programme à droite toute. Le en même temps macroniste est bel et bien terminé. Il y a longtemps qu'en fait on le voyait, on le savait, mais là au moins c'est dans les faits. On a un gouvernement dont l'ambition est de chercher une majorité à droite et qui se prépare encore toujours plus à attaquer le monde du travail dans ses déclarations, mais pas que. Par exemple, dans le discours de politique générale, le Gabriel Attal a quand même expliqué qu'il entendait mettre fin à la loi SRU. C'est cette loi qui oblige une commune à avoir 25% de logements sociaux. On sait que beaucoup de communes n'y obéissent pas. Pratique un espèce de séparatisme social en excluant les pauvres, les défavorisés, les classes populaires. Et ce qu'a proposé Gabriel Attal, c'est qu'on intègre les logements intermédiaires, qui ne sont pas du logement social, désormais dans ces 25%, donc c'est la fin de la loi SRU. C'est à titre d'exemple, mais c'est aussi la nomination, si je reste sur le logement, de M. Kasbarian, ministre du Logement, lui qui avait fait une loi anti-expulsion. Donc quand on a un problème de logement, qu'on a un problème du fait que les logements sont trop chers, qu'il y a un problème de logement indigne, eh bien la solution qu'a proposée la Macronie, c'est d'expulser plus facilement les locataires. C'était la loi Kasbarian. Donc c'est lui le ministre du Logement, ce qui en dit long sur leur objectif. Bon, je pourrais égrener comme ça les différentes mesures. J'en prendrai juste une en lien avec la Commission des Finances. C'est que, exactement comme vous pouvez s'y attendre, les prévisions économiques l'an prochain ne sont pas à la hauteur de ce que prévoyait la loi de finances. La loi de finances s'appuyait sur 1,4% de croissance. Au mieux, ça sera 0,8. Donc là-dessus, ça fait en sorte que ça fausse absolument tous les chiffres qui avaient été annoncés et discutés à la fin de l'année dernière. Nous l'avions dit. Et évidemment, comme nous l'avions dit, va se préparer un projet de loi de finances rectificatif. Parce qu'à partir du moment où le budget est à ce point erroné, vous êtes obligé de le rectifier. Et là, ce qui nous inquiète, c'est que comme le gouvernement entend toujours respecter les 4,4% de déficit qu'il a annoncé pour fin 2024, ça veut dire qu'il faudrait trouver 10 milliards d'euros d'économies en plus. Voilà. Et comme le gouvernement a toujours dit qu'il refuserait de taxer les dividendes qui ont encore explosé cette année, total 20 milliards de bénéfices, 15 milliards de dividendes à la fin de l'année, par exemple, eh bien, on peut penser qu'ils vont s'en prendre, une fois de plus, au budget de la solidarité nationale, au budget des dépenses publiques, qui par ailleurs montrent que il n'y a plus de rien à ronger sur l'os. C'est-à-dire qu'on est de ce point de vue-là toujours dans des difficultés. C'est-à-dire que ce qu'on prend à l'éducation se révèle catastrophique, ce qu'on prend à la santé se révèle catastrophique. Donc en gros, ce gouvernement est dans le mur, dans l'impasse de son système même, de sa logique même. Et je pense que ça va être quelque chose qu'on va devoir affronter cette année, cette histoire de projet de loi de finances rectificatif, avec déjà d'ailleurs des annonces sur le monde du travail absolument terribles. C'est-à-dire que vous savez que l'an dernier, Emmanuel Macron avait décidé de moins indemniser les chômeurs et moins longtemps, dans l'espoir du plein emploi. Le bilan, c'est que les chiffres du chômage ont remonté, là, donc manifestement ça marche pas, ça crée plus d'injustice, mais ça ne marche pas. Et là, il annonce la même chose, c'est-à-dire que c'est une recette qui fonctionne pas, mais qu'importe, il annonce à nouveau de s'en prendre aux chômeurs, notamment les chômeurs en fin de carrière, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage parce qu'on a reculé l'âge de la retraite de 2 ans. Et bien ceux-là ne bénéficieront moins longtemps des indemnités chômage, donc on peut penser qu'ils vont verser dans la pauvreté, dans le RSA, et que évidemment ça va aussi gréver la consommation populaire, puisqu'il y aura moins de moyens pour ces personnes. Donc tout ça ne fonctionnera pas, mais tout ça crée beaucoup d'injustice, et tout ça va nous amener évidemment à nous opposer à cette politique. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'est qu'en janvier, nous avons fait les rencontres nationales des quartiers populaires. C'était à Épinay. C'est la 2e édition et je suis content d'annoncer que ça a été un gros succès. Il y a 600 personnes qui sont passées, habitants des quartiers, militantes et militants, acteurs des quartiers, pour non seulement entendre des interventions de fortes qui ont été lieu, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Assa Traoré, mais aussi Salah Hamouri, mais aussi Mohamed Niabali, le maire de l'île Saint-Denis. Je ne vais pas tous les énumérer, je vais en oublier. Mais aussi être capable, déjà, d'une journée de travail, d'énoncer 40 mesures
des mesures d'urgence dans le logement, justement, les services publics, la question de la tranquillité, la question de la démocratie, donc ont été mises, qui sont sorties de ces rencontres nationales, et notre objectif, c'est qu'il y en ait d'autres, pour toujours plus affirmer qu'il ne peut pas y avoir un mouvement qui propose une révolution citoyenne s'il n'est pas aussi le mouvement des quartiers populaires, mais aussi de s'appuyer sur ce qui sort des quartiers, c'est-à-dire permettre aux habitants d'élaborer eux-mêmes leurs propres propositions qui pourraient être reprises après dans des programmes électoraux si les mouvements le souhaitent. Donc on va continuer, j'espère qu'il y aura bientôt une 3e rencontre nationale des quartiers populaires l'an prochain. En tout cas, j'ai été heureux une fois de plus avec notamment mon équipe d'initier et de lancer cette rencontre. 3e sujet, c'est le déplacement qu'on a fait à Rafah. Rafah, c'est-à-dire la ville frontière avec Gaza. Il y a Rafah côté Palestine, Rafah côté égyptien, donc avec une vingtaine d'élus, surtout des parlementaires. C'était quelque chose que je préparais depuis le mois de novembre. On avait des difficultés parce qu'il nous fallait les autorisations des Égyptiens pour traverser le Sinaï. On l'a enfin eu et nous sommes déplacés. Donc, alors on savait qu'on pouvait pas rentrer dans Gaza, mais symboliquement, il nous semblait important de faire un appel au cessez-le-feu que nous avons fait à cet endroit du monde, là où aucun député, aucun responsable français n'avait été, où il n'y avait jamais eu de délégation de parlementaires nationaux. Je crois que ça a eu un écho fort dans les pays arabes, en Palestine, dans les pays du Sud, mais en France aussi, où on a popularisé un peu plus, non seulement l'exigence du cessez-le-feu, mais aussi que oui, il y a bien un génocide en cours actuellement à Gaza, c'est-à-dire que après avoir bombardé la bande nord de Gaza, en disant aux Palestiniens d'aller dans le sud, les Israéliens ont bombardé le sud en disant aux Palestiniens d'aller à Rafah, qui est la poche qui reste, où théoriquement vivent 200 000 personnes et où aujourd'hui vivent 1 400 000 personnes. Et c'est maintenant cette poche qui est bombardée à son tour, qui vit une véritable situation de catastrophe alimentaire, sanitaire, et où M. Netanyahou a proposé aux habitants de sortir, d'évacuer vers l'Égypte, ce qui est exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire la disparition d'un peuple. Si on veut bien considérer qu'un peuple, c'est pas seulement une entité physique, c'est aussi une entité sur un territoire. Donc là, la question, c'est bien d'en finir avec le peuple palestinien, c'est bien d'un risque de génocide, comme le dit la Cour de justice nationale dont il s'agit. Et je crois qu'on a notre voyage, notre déplacement, les rencontres qu'on y a fait, des gens de l'UNRWA, l'ONU palestinienne qui est menacée de ne plus pouvoir accomplir son travail parce que sous proposition du gouvernement israélien, plusieurs États ont arrêté de les financer. On a rencontré des médecins de Palmed qui nous ont décrit une situation absolument terrible, qui sont des médecins humanitaires qui étaient à Gaza, dans le seul hôpital encore existant. Et j'allais dire que ce déplacement a, entre guillemets, je pense, servi à alerter. Moi, je le vois d'ailleurs parce que depuis que je repose à nouveau des questions au gouvernement sur ce sujet, j'interpelle le gouvernement, j'ai quand même l'impression, même si les actes manquent encore, qu'il y a une écoute un peu plus forte. Et hier, mercredi, le chef de l'État a dénoncé une situation, je cite, intolérable, qui est faite à Gaza, et a demandé que le conflit cesse, que les Israéliens cessent leur attaque sur les civils. C'est un progrès, on va dire, quand même, dans ce qui a été dit. Et maintenant, il faut que ça soit suivi des faits pour y arriver. Bon. Notamment, par exemple, le fait que la France soutienne plus fortement l'UNRWA, le fait que la France se reconnaisse dans les décisions de la Cour de justice nationale de risque de génocide, le fait que la France, pourquoi pas, évoque des sanctions contre Israël, notamment plus de vente d'armes, mais aussi, pourquoi pas, qu'elle reconnaisse l'État de Palestine, qui, à mon avis, serait un point d'appui dans le rapport de force international pour que cesse le génocide en cours qui, je l'ai dit souvent, mais je le répète, fait le malheur des Palestiniens, fait le malheur de tous les États de la région, parce qu'on voit bien qu'il y a un risque de déflagration, mais fait aussi le malheur des Israéliens, parce qu'on ne peut pas se retrouver, et je pense que beaucoup d'Israéliens doivent se sentir très mal aujourd'hui, dans un État qui pratique le génocide contre un autre peuple, de ce point de vue-là. Je termine juste sur un point, c'est que hier j'étais à l'hommage national à Robert Badinter, et ça me permet de faire un petit peu le point sur la polémique qui a eu lieu, puisque cet hommage national, alors c'est une nouveauté maintenant, qui n'est pas des hommages privés, c'est-à-dire qu'on est invité par la présidence de la République, et puis en même temps qui fait savoir que une partie des familles ne souhaiterait pas notre présence. Bon, alors ça a déjà eu lieu sur l'hommage national aux victimes du 7 octobre, aux victimes franco-israéliennes du 7 octobre, nos compatriotes auxquels nous souhaitions évidemment nous rendre parce que nous avons, je le rappelle, nous condamnons toujours ce qui s'est passé le 7 octobre, qui était un massacre de civils, et il y a déjà eu une polémique. Et là, rebolote sur une polémique
sur lesquels je voudrais faire le point. La première chose, c'est qu'un hommage national, c'est pas les familles qui décident. Et en l'occurrence, je ne suis pas sûr que la famille qui a décidé d'exclure France Insoumise a été fidèle à ce que disait Robert Badinter. Je pense même l'inverse, pour être très honnête. J'ai pas voulu le dire hier, mais je le dis aujourd'hui. J'observe que Robert Badinter, en 2011, parlait du risque de l'islamophobie et disait que ce n'était pas acceptable d'exercer un racisme anti-musulman, alors même que Elisabeth Badinter, il n'y a pas très longtemps, se réclamait islamophobe. J'observe que Robert Badinter a eu des mots assez durs sur le gouvernement israélien, par exemple, en parlant de ministres racistes et d'une majorité qui persécute les Palestiniens, et que de ce point de vue-là, il n'y a pas l'once d'une phrase de Robert Badinter ces dernières années qui ait signifié qu'il ait pu dire quelque chose qui aurait valu notre exclusion de cet hommage national. Donc voilà, je pense que c'est très politique, que c'est l'expression de quelque chose une expression qui ne supporte pas que depuis quelques années, nous expliquons qu'effectivement le racisme se développe dans ce pays, et notamment le racisme pour une religion supposée qu'est l'islam. Donc je crois que c'est très volontaire. Donc je ne voyais pas en quoi je ne me serais pas rendu à un hommage national où j'étais invité en tant que président de la commission des finances et vis-à-vis d'un homme dans lequel je me suis retrouvé très souvent dans tous ses engagements humanistes, et notamment l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité, mais aussi beaucoup de prises de position qu'il a pris par la suite. Et je pense que ça aurait été au contraire lui faire injure que de ne pas me rendre à l'hommage national avec Caroline Fiat qui lui était donné. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu après des espèces de montages de médias qui laissaient penser qu'on était isolé dans cet hommage, simplement en utilisant le fait que nous étions arrivés un peu en avance et que les députés qui nous entouraient normalement n'étaient pas encore arrivés, parce qu'après nous étions au milieu de tous les députés de l'Assemblée nationale, quelle que soit leur couleur, et notre accueil était excellent, on n'avait rien de personnes isolées. Et enfin, je dois dire qu'il y a certaines expressions qui m'ont un peu sidéré. J'attends pas de la part il y a certaines personnes, ça ne m'étonne pas, mais je n'attends quand même pas de la part de responsables communistes comme Fabien Roussel ou de gens comme Monsieur Jadot, le fait de quelque part cautionner l'idée qu'un mouvement comme le nôtre pourrait être exclu de cet hommage au même titre que le Rassemblement national. J'étais un peu sidéré de voir ça, un peu désolé, et je crois qu'ils ne se rendent pas compte que quelque part c'est nous qui servons un peu de paratonnerre en fait à ce qu'ils subiraient si nous n'étions pas là, parce que c'est en réalité tous ceux qui défendent par exemple le droit des peuples palestiniens, le fait que le cessez-le-feu doit arrêter, qui défendent le côté insupportable du racisme dans ce pays et qui le disent, ou l'extrême droitisation auquel on assiste, qui en réalité était visée à travers nous, et il devrait réfléchir 2 minutes pour penser que ils pourraient être les prochains sur la liste si nous n'étions pas là. Donc vraiment, j'ai été absolument désolé d'entendre ces réflexions. Voilà, je voulais terminer là-dessus. On se retrouve le mois prochain. Merci.